Merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour cet appel encore en ligne. Nous avons le plaisir de recevoir le député et entrepreneur David Crépnon, que je remercie chaleureusement de nous accorder son temps et qui va nous présenter son entreprise Redelec Technologies. David, merci beaucoup et à toi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Alors, en effet, je vais présenter Red Elect Technology et en particulier ce qu'on a développé pour le monde du jeans, même si on le quitte un petit peu actuellement. Alors, j'ai intitulé les jeans écolo comme avait été proposé cela a été proposé dans l'appel. Et puis, c'est vrai que jeans écolo, on n'y est pas encore. Et puis, je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est si difficile d'y arriver, puis peut-être de réfléchir à quelques pistes. Alors, je vais passer tout de suite dans le slide en espérant que ça va. Visiblement, c'est pas si simple. Et c'est par là, ouais. OK. D'abord, quelques mots par rapport à moi. Alors ça, c'est une présentation qui a été faite à l'époque par rapport à ma formation. Vous voyez que j'étais encore jeune au début de l'aventure de Redelex, qui montre que les années passent. J'ai fait un apprentissage après une maturité professionnelle. Ensuite, j'ai été à l'école d'ingénieur à Sion avant de faire le Poly de Zurich et puis de faire un doctorat en chimie. Et puis justement, ce doctorat en chimie devait résoudre un vieux problème de l'industrie du textile. Et ce problème de l'industrie du jeans ou du denim, comme j'ai intitulé ici, le denim, c'est le tissu qui est utilisé pour la fabrication des jeans. Ce problème venait de l'étape de coloration. Pour faire la coloration des jeans, vous avez besoin de l'indigo. C'est un colorant qui est naturel à la base, mais aujourd'hui, il est fabriqué par la synthèse. Aujourd'hui, en fait, ça fait déjà pratiquement un siècle qu'il est fabriqué de manière synthétique, ce qui est pas une mauvaise chose au niveau écologique parce qu'on utilise quand même beaucoup moins d'énergie que si on doit extraire le colorant et le purifier depuis la plante. Puisque le colorant insoluble, il faut le rendre soluble avant de pouvoir faire la teinture. Quand on le rend soluble, il change d'ailleurs de couleur, il devient jaune. À ce moment-là, on peut faire la teinture. Puis on va tremper le fil dans ce colorant soluble et inverser la réaction par oxydation à l'air. Et puis on revient soluble comme au départ. Puis pour ça, il faut un produit chimique qui s'appelle un agent réducteur. Et cet agent réducteur, c'est lui qui cause des problèmes aux travailleurs parce qu'il est nocif. Dans les effluents de l'usine, on va trouver les déchets de cet agent réducteur. On va trouver des sulfides, des sulfates qui polluent les eaux. On a même l'information de produits secondaires qui sont toxiques comme l'H2S. On a bien sûr le problème économique du coût de la matière première qu'on doit ajouter, mais au niveau écologique aussi, il y a une énergie grise importante pour ce produit chimique. Et puis la solution que j'ai proposée, c'est d'utiliser l'électricité, c'est-à-dire directement les électrons du courant électrique pour faire la transformation. Alors pour ça, on a besoin d'une machine, un réacteur électrochimique pour le faire. Alors ça paraît tout bête comme idée, hein, c'est intuitif d'utiliser l'électricité, c'est le réactif redox le plus économique qu'on peut trouver, c'est propre, on va avoir moins de matières premières, pas de déchets dans les effluents, et puis on a une bonne sélectivité pour vraiment faire la transformation qu'on souhaite en donnant la puissance souhaitée au courant électrique. Donc on est là avec une technologie clean tech, peu coûteuse et compatible avec l'environnement. Alors intuitivement, ça semble logique. D'ailleurs, il y a les premiers brevets qui étaient déjà publiés en 1915, mais par contre, ça n'a jamais été mis en pratique. Pourquoi? Parce que la réaction était extrêmement lente et avec peu d'efficacité. Durant mon doctorat, j'ai trouvé une solution, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en utilisant une électrode tridimensionnelle qui m'a permis d'accélérer la réaction d'un facteur 100. C'est-à-dire que si on accélère la réaction d'un facteur 100, ben on divise par 100 le retour sur investissement. Donc aujourd'hui, on a 2-3 ans, ça veut dire qu'avant mon doctorat, on visait
200 ans de retour d'investissement, donc forcément économiquement inintéressant. Et j'ai déposé ce brevet, et puis ensuite il s'agissait de passer du laboratoire jusqu'au niveau industriel. Et puis là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas aisé avec l'électrochimique. Donc, il fallait faire des investissements. J'ai eu la chance d'avoir des investisseurs qui étaient ce qu'on appelle les investisseurs FFF, c'est-à-dire la famille, les amis, les friends et les fools. Et puis, il y en avait quelques-uns qui ont soutenu l'entreprise par chance. Et puis, on a quand même réussi, avec 60 actionnaires, c'est assez particulier, à lever près d'1 million pour faire ces étapes jusqu'au niveau industriel. Aussi avec le soutien de la fondation ZIARC, que certains connaissent certainement si vous avez des liens avec le milieu entrepreneurial en Valais. C'est un incubateur qui permet aux jeunes startups d'avoir non seulement des locaux, mais aussi un soutien dans les démarches diverses auxquelles les entrepreneurs sont confrontés. Et puis, l'impact environnemental était aussi très intéressant avec cette technologie, puisque vous avez ici l'impact pour la production d'un bain de coloration de manière chimique comparé à la production de manière électrochimique. Si on regarde l'énergie consommée, on divise par 5 l'énergie consommée. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait, on considère ici aussi l'énergie grise qu'il faut pour produire l'agent réducteur chimique. Et puis, si on regarde l'impact écologique, alors on peut utiliser ce qui s'appelle les eco-points. C'est une manière de pondérer l'ensemble des pollutions, que ce soit des métaux qui se retrouvent dans les eaux, que ce soit le CO2 qui est émis, que ce soit la terre qui est polluée, etc. Et puis, en faisant cet exercice, on voit qu'on diminue d'un facteur 10 l'impact écologique. Sur le CO2, ça faisait une diminution d'un impact 8. Et puis là, j'ai montré un élément qui est intéressant, c'est au niveau de l'énergie, si on calcule pour l'ensemble de l'industrie, si on passait de la teinture chimique à la teinture écologique, électrochimique, on s'aperçoit qu'il y a quand même une économie potentielle d'énergie au niveau mondial qui est considérable, puisque ça correspond à un réacteur nucléaire comme Mühleberg. Donc là, vous voyez, pour une seule application de l'électrochimie, vous pouvez avoir une économie d'énergie qui est quand même substantielle. La difficulté, donc on a à la fois une technologie écologique, à la fois une technologie économique, mais ça a été extrêmement dur de rentrer sur le marché. Donc il a fallu 5 ans pour développer jusqu'au niveau industriel. Puis au moment de rentrer dans le marché, on me dit, bon, pour le premier prototype industriel, il faut trouver un partenaire, un client qui est prêt à financer cette première installation. Puis on a été voir les marques, donc les Lewis et autres, en leur disant, mais nous, on a une technologie qui permettra de rendre votre produit plus écologique. Est-ce que vous pouvez nous soutenir, soit financièrement, soit en poussant vos producteurs à utiliser cette technologie? Et on s'est aperçu assez vite que en fait, nos interlocuteurs ne savaient même pas de quoi en parler, parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas trop de savoir comment c'est produit leur textile. Eux, ils veulent du tissu, ils reçoivent du tissu, puis ils ne s'intéressent pas trop à savoir comment c'est produit derrière. Et puis, en gros, la réponse était un peu systématiquement la même chose. Le jour où vous avez développé votre technologie et puis que des producteurs de denim l'utiliseront, donc les fabricants de tissus, on favorisera ces producteurs de denim. Ce sera notre soutien, mais sur une innovation, on ne va pas soutenir une innovation. Donc, eux, on oublie. On a été voir les distributeurs en se disant, les distributeurs, ils peuvent aussi avoir de l'intérêt à pousser ce changement, mais ils étaient encore plus éloignés des marques, du monde, en fait, de la production. On a été voir les producteurs de denim. Alors eux, ils sont directement confrontés, et puis pour avoir de l'intérêt à avoir une économie en achetant la machine. Mais par contre, le risque d'investissement, il était trop pour eux, même si c'est 1 million d'économies en 2 ans et demi, enfin 1 million d'économies, et puis la machine coûte 1 million.
mais le risque d'investissement, ils ne voulaient pas le prendre parce qu'on est là dans des commodities, c'est-à-dire que chaque producteur est en compétition avec des autres producteurs dans le monde entier. Les marques peuvent changer de producteur comme elles le souhaitent. Ce que nous disaient les producteurs de denim, c'est si on va économiser dans un premier temps avec votre technologie, au moment où les marques savent qu'on économise, ils vont nous mettre encore de la pression pour diminuer nos coûts et puis en fait votre trou d'investissement il va plus jouer parce qu'on devra vendre nos tissus moins cher. Alors, je suis pas sûr que ça se passe toujours comme ça, mais en tout cas c'est le discours qu'on a reçu, donc personne ne voulait investir. Et puis, on a aussi contacté les constructeurs de machines qui sont les fournisseurs des producteurs de denim. L'intérêt était aussi assez faible. Alors, à un moment donné, on s'est même dit, mais on n'y arrivera pas parce que nous demander à nous de continuer à investir et puis de produire des premières machines et puis que ce soit tout sur notre compte, ça va être compliqué. Surtout avec le type d'investisseur qu'on avait choisi. Et puis, un peu par hasard, en fait, on a une entreprise suisse qui n'est pas directement un producteur de machines, qui n'est pas directement un producteur de denim, mais qui est dans le textile, une entreprise qui s'appelle Lepfay, près de Zurich, qui fait des capteurs pour analyser les fils dans le tissage, nous avait contacté pour en fait nous présenter un peu comme curiosité à leurs clients. Ils avaient des clients qui étaient des producteurs de denim et puis nous ont présenté comme curiosité dans des conférences. Puis après, ces producteurs de denim, ces clients leur ont redemandé assez régulièrement mais qu'est-ce qu'on devenait, est-ce qu'on arrivait sur le marché, etc. Et cette entreprise le fait partie d'un groupe textile italien, un groupe textile. Et puis, ces gens-là voulaient mettre en bourse l'entreprise et ils ont cherché à avoir des nouvelles technologies. C'est comme ça qu'ils nous ont contactés en disant bah, ça peut être une entreprise dans laquelle investir pour rendre la mariée plus belle pour entrer en bourse. Au final, ils ne sont pas rentrés en bourse, mais ils ont été revendus dernièrement à une entreprise belge. Et moi, j'ai travaillé quelque temps pour Cedo Engineering pour permettre la commercialisation et puis transmettre le savoir-faire. Et c'est une entreprise qui a été créée à Reed, donc c'est une grande satisfaction. Mes anciens collègues de Red Elect Technology travaillent tous pour Cedo Engineering aujourd'hui. C'est vraiment les gens qui portent le projet au niveau technique. Et puis nous, en tant que Red Elect, on a un droit de licence qui est reversé. Ils ont un droit de licence exclusif pour le textile et puis ils nous versent pour chaque machine un montant. Donc on a réussi à trouver cet accord et puis qui a permis de rentrer sur le marché. Mais il a fallu encore là aussi des investissements. Et puis aujourd'hui, quand même, on a 15 installations qui sont dans le monde entier, Pakistan, Bangladesh, Chine, Vietnam, Italie, c'était la plus proche. Par contre, crise du Covid, arrêt des ventes presque immédiat. Hein. Et puis depuis mars 2020, il n'y a plus une seule vente d'installation parce que tous les investissements ont été gelés dans le monde du textile. Moi, au début de la crise du Covid, j'ai démissionné puisque mon travail était fait, les installations étaient commercialisées et je me suis reconcentré sur les activités de Redelec. Je viendrai tout à la fin de l'exposé là-dessus. Là, par exemple, c'était des grandes aventures quand même pour aller en Chine, installer ces machines. On n'aurait pas pu le faire vraiment comme start-up toute seule, d'aller réinvestir et puis partir à l'aventure dans ces pays-là, d'être avec un grand groupe, ça nous a quand même permis de faire ce pas-là. Alors, on peut se dire, mais comment faire bouger les choses? Alors, j'aime bien cette image qui montre un peu le camp conservateur aussi de l'industrie. Ça existe aussi les camps des conservateurs. Et puis, les progressistes qui essayent de faire bouger les choses. Puis, du côté des progressistes, on pense souvent qu'il y a les consommateurs qui peuvent vraiment faire bouger l'industrie. Mais c'est souvent plus compliqué que ça. Alors, je vous montre l'exemple du jeans. Vous pouvez vous poser la question, quand vous achetez un jeans, à quel point le paramètre économique joue un rôle et à quel point le paramètre écologique joue un rôle. Je dirais,
il joue, il joue certainement un rôle, mais encore le rôle le plus important, c'est de savoir si le jean, s'il vous plaît. Et puis c'est souvent la question, on va regarder si le jean, s'il vous plaît. Des fois, on va acheter un qui est 10 francs plus cher, ça ne nous pose pas de problème parce il est plus joli. Donc on sait que le consommateur, ben, quoi qu'on fasse, il est quand même intéressé par le look du jeans, parfois par la marque. Donc souvent, on met beaucoup d'argent pour la partie commercialisation pour bien mettre en valeur le jeans plutôt que de savoir comment il est fabriqué. En fait, ça vient au second plan, autant des marques que pour les distributeurs. Un autre élément, si on regarde le prix de la valeur d'un jean, c'est assez impressionnant. Hein, la marge dans la publicité hein, pour le distributeur, pour la marque, pardon c'est 40%. C'est-à-dire sur la jeans de 100 francs, vous avez 40 francs qui est pour la marque. Puis avec ça, elle va faire des publicités, peut-être soutenir Roger Federer pour porter ce jeans parce que ça va inciter les clients à l'utiliser, à l'acheter. Les détaillants en 45%, le coût du transport 5%, puis vous voyez que le coût de la production, c'est 10% avec le salaire qui est à 5, à 3%, donc il reste plus grand-chose. Si on regarde sur l'ensemble du cycle, donc quand on parle du producteur de denim qui est notre client, ça se joue à quelques centimes. On a fait le calcul, combien notre technologie permettait d'économiser par jeans, ça représente 5 centimes. Et que c'est 5 centimes comme la machine, elle permet de produire le colorant pour 20 000 jeans par jour. On arrive à avoir une rentabilité sur une machine à 1 million en 2 ans, 2 ans et demi. Donc, ça se joue sur 5 centimes. Après, on pourrait se dire, mais pourquoi on ne vend pas un peu plus cher le jeans parce qu'il est écologique, parce qu'il est fait de cette manière-là. Puis si on le vendait 50 centimes plus cher, il n'y aurait même pas à discuter du prix. En fait, le producteur de denim, il ne touchera jamais ces 50 centimes. C'est la marque, le distributeur qui prend cette marge. Et actuellement, il n'y a que la marque en fait qui voit l'ensemble du cycle, mais le consommateur, il a pratiquement aucune influence. C'est souvent ce qu'on appelle aussi le greenwashing, c'est-à-dire que les marques continuent de faire de la communication sur des technologies qui vont arriver, mais en fait, ne soutiennent jamais les technologies. Si vous, par exemple, avec notre technologie, quand on a voulu la mettre sur le marché, en fait, les marques, ils nous disent ah, mais collaborez avec nous, mais ça vous aidera de dire que vous êtes en train de discuter avec Lewis, que vous êtes en train de discuter avec Diesel ou avec d'autres. Ça va vous aider à rentrer chez les producteurs de denim, mais eux, ils ne vont pas mettre un franc. Alors, peut-être ça changera, mais actuellement, c'est en tout cas pas comme ça. Puis là, on a un beau cycle de vie en disant il est fermé comme d'économie circulaire, mais actuellement, le jeans en fin de vie qui revient de matière première, vous oubliez, ça n'existe pas, ou alors c'est une toute petite niche. Ce qui existe, c'est de réutiliser le jeans, d'avoir du seconde main, ça c'est vrai, ça fonctionne. Et puis, un autre élément que je voulais montrer, c'est par rapport à l'impact écologique, où le client peut avoir un gros impact, à part le choix du jeans le plus écologique, mais qui est difficile à faire, c'est sur l'utilisation. Alors, si vous voyez, l'impact, c'est souvent le lavage, ce que vous faites, l'entretien que vous faites à la maison. Alors, les fans de jeans vous diront qu'il ne faut jamais laver un jeans, puis que c'est pas, il faut l'aérer, mais il n'y a pas besoin de le nettoyer parce qu'il va se démonter. Puis quand il se démonte, c'est des fibres qui se retrouvent dans les eaux, c'est de la pollution. Et aujourd'hui, on est aussi poussé par la publicité, les produits d'entretien, etc., à laver nos vêtements. Mais en fait, on n'a pas besoin de les laver autant. Donc, si comme consommateur, on veut faire changer les choses, il faut peut-être le faire changer en tout premier lieu là. Et puis après, aussi, bien sûr, être attentif sur le mode de production. Mais je doute un peu des labels. Alors, Cedo Engineering a souhaité, là j'ai joué aussi le rôle du mannequin avec mon collègue, mais ils ont dit, bon, une idée, ce serait de lancer un label avec les jeans qui sont colorés de
avec notre technologie. C'est CEDO Engineering qui a lancé ça, mais il faut énormément de communication pour faire connaître le label. Et en fait, ils ont fait 500 jeans et puis ils n'ont pas vendu la moitié. Et puis, c'est un autre métier. Il faudrait investir beaucoup de temps pour arriver à faire connaître le label. Donc là, on se retrouve toujours dans la même situation, dans le choix. C'est difficile aux consommateurs à vraiment faire bouger les choses. Une manière de faire serait de donner plus de transparence, d'avoir le prix et puis l'impact CO2. Aujourd'hui, c'est d'avoir la traçabilité du produit. Pour les industriels, c'est pas compliqué. Mais par contre, ils n'ont pas envie forcément de le faire. Mais comme consommateur, il faudrait pousser à demander cette transparence. Comme on a pour des frigos l'ensemble de l'information, pour les produits, on devrait pouvoir avoir cette information, notamment avec tout ce qui est numérisation, pour être tout à fait suivre l'ensemble du cycle de vie. Alors, le CO2, c'est une chose, mais comme je l'ai montré avant, ce qui est le plus important, ce serait l'impact écologique. Ça se fait de plus en plus quand on fait la traçabilité. Maintenant, on montre des exemples. Qu'est-ce que ça peut avoir un impact, la production d'un jeans, mais on n'a jamais la comparaison entre toutes sortes de jeans qu'on oblige à divulguer l'empreinte carbone de manière transparente ou l'empreinte écologique. Moi, je pense que c'est encore plus intéressant d'avoir vraiment l'empreinte technologique. Avec la numérisation, avec la possibilité de suivre tout le produit, les marques pourraient tout à fait exiger ça et puis on pourrait exiger ça des marques. Mais encore faut-il qu'elles souhaitent aller dans cette direction. Mais à l'avenir, moi, j'imagine que ça peut être quelque chose qui a vraiment de l'impact pour changer l'industrie du jeans, mais l'industrie en général. Par rapport à ça, je voulais encore venir sur l'exemple. Alors là, je sors un peu de mon travail, mais quand on mesure les impacts, il y a aussi une information qui doit être beaucoup plus transparente. Et là, c'est aussi là où le consommateur peut exiger et puis aussi peut être hyper critique par rapport à ce qui est proposé. Ici, je montre l'impact de la voiture, des différents moteurs de voiture. Puis on voit que la voiture à hydrogène, elle est beaucoup plus impactante que la voiture électrique, même si souvent on voit des communications qui affirment le contraire. Mais c'est clair que si quelqu'un compare la voiture hydrogène et puis la voiture électrique, et puis on dit l'électricité utilisée pour fabriquer l'hydrogène, c'est du renouvelable, et puis l'autre, c'est l'électricité qui vient du charbon, alors tout d'un coup, les informations s'inversent. Et là, je pense qu'il faudrait pouvoir, quelque part, sanctionner ceux qui détournent la vérité des chiffres et puis avoir en fait des critères très précis de comment on analyse ces cycles de vie pour pas que chacun fasse les choses à sa façon pour montrer les choses sous l'angle qu'il arrange. Comme je suis un électrochimiste, forcément, c'est quelque chose qui me parle aussi, l'efficacité énergétique d'un moteur électrique contre un moteur à hydrogène. Il n'y a pas photo. Un moteur électrique, OK, on produit de l'énergie, on le transporte, on perd un peu d'efficacité, on le met dans une batterie, on va de nouveau perdre un peu d'efficacité. Mais si on compare avec l'hydrogène, la même électricité, la même énergie est fabriquée. On doit faire une électrolyse, c'est de l'électrochimie, pour fabriquer l'hydrogène. On doit le compresser, le liquéfier, faire le transport, le mettre dans une fuel cell qui est une batterie inversée, puis le mettre dans une petite batterie de plus petite capacité avant de le mettre dans le moteur. Puis vous avez une efficacité, c'est physique, c'est la moitié de ce que vous avez dans une batterie électrique. Donc l'hydrogène, oui, ça peut être intéressant, mais seulement pour imaginer un stockage, pour utiliser ce qui a été produit en énergie plus tard. Et si vous comparez la voiture et la mobilité électrique ou la mobilité à hydrogène, franchement, il n'y a pas photo. Et puis, à côté de ça, il faut tenir compte aussi
de tout ce que le changement de technologie peut avoir comme impact secondaire et puis favoriser. Si vous avez une voiture électrique, vous pouvez produire votre propre énergie directement à partir de ce qui est produit sur votre maison. Alors c'est clair que ceux qui produisent de manière centralisée, ils vont pas être très contents que vous gagnez en autonomie. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à faire changer, que les grands acteurs qui produisent aussi aujourd'hui de manière centralisée soient un peu mis sous l'éteignoir pour que les gens aient la vraie information et puis cherchent à avoir l'autonomie énergétique. Les batteries, c'est aussi, on a beaucoup parlé aujourd'hui, on parle du nucléaire, là je fais un peu de politique, mais on reparle de la solution d'avoir du nucléaire parce qu'on a peur du blackout. En fait, les énergies intermittentes, ce qu'elles ont besoin, c'est de stockage, et les batteries de voitures électriques peuvent aussi fournir du stockage au réseau. Donc, c'est peut-être une meilleure solution que de repartir sur du nucléaire qui est cher et qui a toujours pas trouvé de solution à la problématique des déchets et de la sécurité. Et puis, la voiture électrique, par rapport à la voiture thermique, elle est beaucoup plus facile à louer, à partager. Il y a tout ce qui est car sharing. Et là, il y a aussi des éléments qui sont intéressants. Donc, on se retrouve, comme dans l'industrie du textile, toujours avec cette lutte de ce qui est existant pour aller vers ce qui pourrait être. Et puis, si on veut éviter le blackout, il faut utiliser les technologies propres qui sont actuelles, qui existent, et puis les booster au lieu de continuer d'écouter le discours de ceux qui veulent absolument rien bouger pour garder leur intérêt sauf. Je vais finir encore pour dire ce qu'on fait actuellement avec Redelec. On est parti sur le traitement des eaux, c'est des autres applications avec les mêmes réacteurs électrochimiques et puis qui sont encore des applications encore plus prometteuses que le textile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est beaucoup plus local. Pour nous, on a des applications directement chez nous. Alors, notamment, on peut fabriquer avec notre cellule électrochimique. On utilise l'oxygène, on la fait passer dans notre cellule électrochimique, on lui donne des électrons, et puis on va créer, ce que je trouve absolument génial, des radicaux libres. Donc là, c'est un petit message politique, des radicaux libres pour casser en fait toutes les molécules organiques qui sont polluantes et puis avoir un effluent qui est propre. Alors ici, on parle plutôt, nous, de casser les molécules réfractaires non biodégradables en amont des steppes, près de l'industrie, pour qu'après les steppes puissent faire leur travail, c'est-à-dire manger de manière des bactéries, les polluants. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est la récupération et la valorisation des métaux. Donc là, c'est complètement en phase avec l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de règles qui sont mises, et ça, je pense que c'est important de le faire, pour empêcher de mettre les métaux en décharge. Alors, notamment, les incinérateurs qui vont brûler nos déchets ménagers, par exemple. Avant, ils mettaient les scories et les cendres dans des décharges. Aujourd'hui, il y a une exigence de récupérer les métaux qui sont dans ces cendres. Et là, il y a tout un pan qui est très intéressant pour l'électrochimie, aller récupérer ces métaux. Puis en particulier pour notre technologie qui va chercher en fait les métaux dans des concentrations très faibles. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on travaille actuellement. Et puis là, j'ai fait le tour de ma présentation en une demi-heure et puis je suis à votre disposition pour les questions.